taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Paul Dominique Correa. Monsieur Correa, encore une fois, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayomar, je salue vos auditeurs et je vous remercie pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous ce matin. Oui, alors, Paul Dominique Correa, membre de Présence chrétienne, vous en êtes le président d'ailleurs. Le président, tout à fait. Oui, Présence chrétienne qui est un membre également du laïcat. Mais d'abord, Présence chrétienne, expliquez aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est. Alors, vous me donnez l'occasion de revenir un peu sur l'historique de Présence chrétienne, qui a fêté ses 30 ans il y a une année environ. L'association a été créée en 1992 par nos doyens que je salue, tonton Théodore Ndiaye, le premier président, Pierre Fatta Diouf, Auguste Turpin, mon prédécesseur. Et à l'époque, il s'agissait de répondre à un appel venu du Saint-Père, le pape Jean-Paul II. Si vous vous rappelez, il était venu au Sénégal en 1992. Et dans ses différents messages, il avait interpellé, entre autres, les femmes, les jeunes. Et un des messages était adressé à ceux qu'on appelle dans l'Église les laïcs. Les laïcs, c'est toute la communauté de baptisés qui n'est pas dans les ordres religieux. Donc, c'est nous autres, un peu les civils, pour comparer avec les militaires. Le pape, dans son adresse, a demandé à ces laïcs de se montrer en tant que citoyens à part entière et non pas des citoyens entièrement à part. Manifestation d'engagement. Soyez sel et lumière. Exprimez-vous, vous avez une obligation de contribuer au développement de votre pays. C'est une obligation. Et c'est à partir de là qu'un groupe de cadres s'est retrouvé pour faire naître cette association qui était déjà en gestation d'après les anciens, une réflexion qui était déjà en cours, mais que le pape a peut-être accéléré par son séjour. Et c'est comme ça que Présence chrétienne est née. Et depuis le début, le credo de Présence chrétienne, c'est de contribuer à un engagement citoyen, pas seulement des chrétiens, mais de tous les Sénégalais. Déjà, l'appellation est quand même caractéristique d'un engagement. Présence chrétienne, groupe de réflexion et d'action. Et les fondateurs avaient l'habitude de se retrouver autour des célèbres mardis de Brottier. Vous avez sûrement entendu parler. Très bien, oui. Et c'était l'occasion de réfléchir sur différents aspects de la vie publique, l'économie, la santé, la culture. Et il y avait une réflexion globale qu'on appelait Où va le Sénégal? Et beaucoup d'universitaires. Le problème, c'est qu'auparavant, les chrétiens n'étaient pas aussi engagés à l'époque. Mais on se bat, on se bat. Moi, je pense qu'on a quand même des modèles, des références d'engagement dans la vie politique, dans l'économie. Même si c'est des individualités, on aimerait bien en avoir beaucoup plus au bénéfice de tout le pays. Et on se bat, on continue de se battre. Aujourd'hui, 30 ans après, j'ai l'honneur d'être le président depuis 2 ans et je pense que nous sommes confrontés à de nouveaux défis. À de nouveaux enjeux, rien que sur les questions sociales, environnementales, mais également, on va certainement y revenir sur le vivre ensemble, parce que c'est une préoccupation permanente. Nous, en tant que Présence chrétienne, dans tous les actes que nous posons, nous voulons voir comment cela contribue positivement à la paix sociale, à la démocratie, à la laïcité positive, j'insiste bien, et vraiment à se vivre ensemble, ce modèle qu'on appelle dialogue islamo-chrétien ou autre, mais en tout cas ce modèle, cette exception sénégalaise-là, que nous voulons préserver et la donner en héritage
à nos enfants. Oui, à nos enfants, justement, en pleine action, en pleine activité. Présence chrétienne est une contribution des activités politiques, économiques, tout ce qu'il y a comme thématique de l'heure. Alors, je faisais référence aux Mardis de Brottier, Oui. qui ont fait la renommée de l'association à l'époque. Et généralement, à chaque fête d'élection, on organisait des échanges avec des candidats et des porteurs de projets de société autour de leur programme. Aux dernières élections, mon équipe et moi, avec tout un collectif d'autres organisations qui nous ont soutenus, je pense au réseau Sigel Jigéen, au Raja. Le Raja, c'est l'association des anciens de la GEC, le Forum social sénégalais, le réseau WANEP. Donc, on avait mis en place un consortium pour lancer ce qu'on a appelé, dans l'esprit des Mardis de Brottier, les Jeudis citoyens. Alors, les Jeudis citoyens, c'était pour l'année 2024, élection 2024, un peu l'approche qu'on a proposée aux candidats et aux porteurs de projets. Et ça a été l'occasion de recevoir et d'organiser des débats, recevoir des candidats. À l'époque, c'était des candidats à la candidature pour certains. Certains sont passés, d'autres ont été recalés. Quel a été le principal message de vous-même à ces différents candidats? Alors, le principal message, parce que je rappelle le contexte, il y avait beaucoup de tensions sociopolitiques. Et le premier message était de dire, nous devons avoir des échanges d'idées et non pas des échanges sur une forme violente. Alors, le message, c'était autour de la paix, d'abord. Comment chacun de ces acteurs doit être conscient de sa responsabilité dans la consolidation, tout en étant différent, dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Et tout en étant différent. Tout en étant différent, absolument. Chaque fois qu'on recevait un candidat, ce n'était pas par rapport à ses chances de gagner les élections. Nous ne sommes pas un institut de sondage, mais l'idée, c'était l'occasion de poser un débat programmatique et de susciter des réflexions constructives qui vont aider les citoyens à faire des choix éclairés. On a reçu Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, d'autres candidats qui ont été peut-être plus tard recalés ou spoliés, mais l'occasion de poser des débats sur les différentes thématiques que nous proposions, mais toujours, à la fin des échanges, on retombait toujours sur la nécessité de consolider la cohésion sociale. La paix. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv chez nous, une préoccupation permanente. Les débats d'idées. Tout en étant impartial. Absolument. Impartial. Pas de nigel, pas d'ordre de vote. Alors, donc, nous avons eu beaucoup de satisfaction à faire ces rencontres citoyennes-là, ces jeudis citoyens. Et c'est dans ce processus-là que nous avons vu des convergences avec d'autres acteurs de la société civile, notamment la coalition des acteurs autour des assises nationales, parce que dans les thématiques que nous envisagions, que nous avions mises sur la table pour échanger avec les candidats, il y avait cette question des recommandations des assises nationales et de la CNRI. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec d'autres entités qui ont trouvé un intérêt à ces thématiques pour voir comment évoluer ensemble et aller plus loin pour renforcer un peu la dynamique de la société civile dans laquelle nous sommes. De la même manière, vous avez contribué justement dans les travaux qui ont abouti aux conclusions des assises. Oui, tout à fait. Et finalement, il y a eu également sursaut citoyen. Déjà, je reviens sur les assises parce que en son temps, Présence chrétienne avec le doyen Théodore Ndiaye avait participé activement aux assises. Je crois que si je ne m'abuse, le président Théodore était président de commission valeurs, culture avec M. Cheikh Hamidou Kane. Et ils avaient mobilisé beaucoup de membres, Jean-Louis Correa et d'autres, sur différentes thématiques, différentes commissions. Et Présence chrétienne était vraiment très mobilisée. Autour du rapport et de l'organisation même de ces assises. C'est ça. C'est tout naturellement donc que 10-15 ans plus tard, lorsqu'il s'agit de faire ce plaidoyer autour du suivi des recommandations, nous nous sommes retrouvés totalement
à l'aise et surtout légitimé par ce capital, ce vécu historique-là, autour d'acteurs comme l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum et d'autres acteurs qui sont aujourd'hui dans des postures politiques, mais qui restent convaincus de la pertinence des conclusions issues des assises nationales. Le président Diop Farceau et oui. Oui, absolument. Alors, de ce point de vue, maintenant, on en est au sursaut citoyen. Oui. Et ce sursaut citoyen regroupe également beaucoup de membres, dont vous, en tant que présence chrétienne. Absolument. Pour le respect des accords. Il y a des engagements qui ont été pris par les différents acteurs, dont le président de la République, l'actuel président de la République, pour le respect des conclusions issues de ces assises-là. Alors, à l'épreuve aujourd'hui, oui, Paul-Dominique Correa, merci. Quelle réflexion cela vous inspire? Alors, concernant sursaut, permettez-moi de revenir un peu en arrière pour rappeler un peu le contexte. Oui. Sursaut a été créé il y a moins d'1 an par un groupe d'intellectuels, d'universitaires, des journalistes, dont certains sont dans la diaspora. Mais si vous vous rappelez un peu le contexte sociopolitique de cette période-là, il y avait énormément de tensions, de violences, et même nous avons eu à déplorer depuis mars 2021 tous ces jeunes qui sont morts dans des conditions encore à élucider. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu cet appel. C'est d'ailleurs d'où le nom sursaut citoyen, parce qu'il s'agissait de poser des actes pour essayer de sauver la République. Parce que nous avons pensé que nous étions en train d'aller vers un précipice, tellement les positions étaient extrêmes, l'animosité était devenue à un tel niveau qu'il fallait vraiment poser un acte pour revenir sur les fondamentaux et rappeler tous les acteurs politiques à leurs responsabilités historiques. C'est donc dans cet esprit-là que Sursaut est né. Et dans les échanges, dans les réflexions, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de convergences qui font qu'aujourd'hui nous sommes tous ensemble autour notamment de ce référentiel-là. Il y a d'autres acteurs comme l'initiative Mesure avec notre ami Eliman Khan. Nous sommes tous en convergence autour des recommandations des assises nationales. Eliman Abi-Khan, tout à fait. Et nous nous sommes tous retrouvés à constater que 10-15 ans plus tard, le diagnostic qui était fait dans le cadre des assises nationales et de la CNRI, le diagnostic reste d'actualité. Dans les grandes lignes, une démocratie piégée par son élite, un système électoral qui est encore conflictogène et la corruption systémique, endémique qui gangrène. Voilà. Donc le diagnostic globalement, il est le même. Nous sommes encore dans des taux de pauvreté et de mal-développement très problématique. La problématique de la gouvernance. Voilà, de la gouvernance. Donc l'un dans l'autre, nous partageons ce diagnostic-là et qui fait qu'aujourd'hui, nous portons ce pacte. Alors, le pacte de bonne gouvernance démocratique, justement, a été initié lors des dernières élections pour inviter tous les candidats à s'engager autour d'un consensus minimum. Le document fait une synthèse des recommandations pertinentes de la CNRI et des assises nationales. Et autour de cela, maintenant, nous nous sommes entendus pour inviter les candidats à venir signer ce pacte. Nous avons apposé leur signature. Ils ont apposé leur signature. Sur les 19 candidats, au moins 13 sont venus solennellement, eux-mêmes, ou se faire représenter, dont le président actuel, Bassirou Diomaye Faye. Oui, dont le président actuel, Bassirou Diomaye Faye. De ce point de vue également, les assises de la justice se sont tenues. Et justement, des recommandations ont été faites. Les conclusions sont sur la table du chef de l'État. Alors, là également, quelle réflexion? Alors, globalement, on peut être satisfait de l'initiative, donc d'avoir tenu ces assises de la justice, même si nous n'y avons pas été invités en tant que collectif autour du pacte de bonne gouvernance, mais nous pensons que le rapport et les recommandations, personnellement, je suis allé sur le site pour faire mes contributions citoyennes, à l'instar de beaucoup d'autres. Nous pensons, après avoir vu le document, nous pensons que les recommandations pertinentes ont été faites. Le souci maintenant, c'est la mise en œuvre.
parce que de ce que j'ai compris, il y a des points de consensus. Des points d'accord et des points d'achoppement. Oui. Voilà. Alors, oui, parmi les points d'achoppement, il y a le Conseil supérieur de la magistrature avec la présence à la fois du président de la République et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quelque part, la réflexion devait se poursuivre. Aujourd'hui, on est dimanche. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu avec la présence du chef de l'État et du garde des Sceaux. Oui. Oui. Quel entendement vous en avez? Bayoumar, j'ose espérer que ce Conseil supérieur de la magistrature, tenu en présence du président, est le dernier. Ah. C'est mon espérance, c'est mon souhait. Parce Fondé que c'est sur cela qui est conforme à la fois à un engagement du candidat, mais également c'est conforme à une recommandation forte du pacte de bonne gouvernance issu des recommandations des assises. Oui, le chef de l'État laissait entendre poursuivre la réflexion. Voilà. Donc, ce n'est pas encore tranché jusqu'ici. Alors, à ma grande surprise, à la fin des assises, nous apprenons que ce point n'a pas eu de consensus. Pour des raisons qu'on n'a pas encore bien comprises. Mais toujours est-il que, du moment que c'est un engagement, vous avez suivi un engagement, vous avez suivi les arguments des uns et des autres. Quel est votre argument, vous? C'est pour le départ du chef de l'État et du garde des Sceaux du Conseil supérieur de la magistrature? Absolument. C'est cela votre position? Notre position, ma conviction, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République ne doit plus y siéger. Nous militons pour une indépendance de la justice, une indépendance de la magistrature. Ce Conseil doit trouver des mécanismes d'autorégulation en dehors de la présence du président de la République qui représente l'exécutif. C'est même quelque part une aberration. C'est un pouvoir et un autre pouvoir. Donc, on doit pouvoir trouver des mécanismes pour les autonomiser. Globalement, cela va concourir à cette indépendance et même à cette dépolitisation de l'administration pour laquelle nous militons. Il faut qu'il y ait cette séparation entre les pouvoirs et un équilibre. Je rappelle, Bayoumar, qu'il faut dire malheureusement que nous sortons d'un traumatisme. Ces 3-4 dernières années ont été extrêmement dures pour certaines populations. Il y a eu beaucoup de déni de justice, beaucoup de violence à l'endroit de pauvres citoyens, sur des bases qu'on n'arrive toujours pas à s'expliquer. Et tout cela, à chaque fois... Et qui nécessite éclairage aussi. Qui nécessite éclairage, qui nécessite reddition des comptes. Oui. Et tout cela, à chaque fois, on se rendait compte que, en réalité, il fallait une justice indépendante, une justice qui inspire confiance aux citoyens. Avec cela, on aurait pu s'éviter toutes ces crises. Malheureusement, nous n'avons pas eu cela. Au contraire, on a eu des décisions de justice dont on voyait bien le caractère problématique, le caractère manipulé, le caractère partisan. Et ce sont ces leçons-là que l'on veut tirer pour assainir, améliorer le système globalement. Et une des modalités, ce serait justement, à notre avis, que le président de la République se retire. Le président et le garde des Sceaux. Le président et le garde des Sceaux se retirent du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, et justement, cette question également d'ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature aux autres corps, vous en pensez quoi? De l'élargir, oui. Je pense que dans les recommandations des assises, il y a eu 2 niveaux. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a également une idée que j'aime bien d'une haute autorité de la justice qui regrouperait un peu tous les acteurs de la justice. Peut-être que ces mécanismes-là pourraient aider un peu à réguler. Parce qu'on voit le débat. Certains magistrats considèrent que c'est un conseil qui leur appartient. En tant que magistrat, c'est le Conseil de la magistrature. Donc, du point de vue même de la sémantique, ils ne voient pas peut-être l'intérêt de l'ouvrir à des non-magistrats. Mais à mon avis, nous devons aller vers une forme de gouvernance ouverte. Parce que la justice pour le est même rendue... conseil. Absolument. La justice étant rendue au nom du peuple, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette ouverture-là. À mon avis, il est bel et bien possible de l'ouvrir. Le souci que nous avons, aussi bien pour les magistrats que pour les fonctionnaires en général, c'est la gestion de leur carrière. Aujourd'hui, l'équation à résoudre,
c'est comment faire pour que les agents publics en général puissent dérouler une carrière sans interférence politicienne. Oui. Cela leur permettrait de travailler en toute indépendance, en toute intégrité, et de ne pas être l'objet de sanctions, de manipulations ou de jeux partisans. C'est cela le principal défi, aussi bien pour la magistrature en particulier que pour l'administration en général. Alors, Paul Dominique Correa, président de Présence chrétienne, mais également membre du sursaut aux citoyens. Paul Dominique Correa, aujourd'hui, avez-vous l'impression que le véritable problème de notre démocratie, c'est justement le déséquilibre de ces institutions? Ça a été le cas, en tout cas, jusqu'à l'ancien président Macky Sall. Nous avons dénoncé, regretté cet hyper-présidentialisme au Sénégal. Tout tourne autour du président qui est un véritable monarque, avec beaucoup trop de pouvoir. Et je pense que le président Bassirou Diomaye Faye l'a lui-même admis, que le président au Sénégal avait beaucoup trop de pouvoir. Maintenant, on attend de lui, justement, cette transformation systémique qui est annoncée dans le projet, le document programme qu'il a proposé aux citoyens. Et à mon avis, ce projet rencontre parfaitement le pacte de bonne gouvernance qu'il a lui-même signé. Et dans les deux cas, nous demandons justement à mettre fin à cet hyper-présidentialisme qui est un véritable mal pour le pays. Parce que concentrer autant de pouvoir autour d'un seul homme, sans aucun mécanisme de régulation, ni même de justiciabilité. Parce que ce débat s'est posé lors des Jeux des citoyens. Un des candidats posait le débat de la justiciabilité du président. Le président de la République devrait-il être au-dessus des lois ou doit-il être un justiciable au même titre, en tout cas à un certain degré, comme tous les autres citoyens. Donc, ça pose ce problème-là. Alors, ça pose ce problème, mais également un autre problème, c'est la gouvernance. Quand je parle de gouvernance, je parle de reddition des comptes. Un autre défi, non? Absolument. Je pense que l'actuel gouvernement est très attendu sur ce point. Le Premier ministre Ousmane Sonko a déjà donné quelques prémices en parlant d'une situation assez difficile qu'ils ont trouvée. On attend de voir concrètement ce que une évaluation objective va donner comme situation. Mais surtout, je crois que les institutions de contrôle ont produit des rapports. La Cour des comptes, l'OFNAC et l'inspection d'État, l'inspection générale d'État. Il va falloir peut-être passer à la vitesse supérieure en se basant sur ces rapports-là et faire le travail nécessaire. Maintenant, c'est un exercice qui devrait aller dans la normalité. Il ne s'agit pas de règlement de compte politique ou partisan, mais c'est un exercice qui devrait être régulier et passer pour quelque chose de très normal. Et cela devrait passer par une justice forte, indépendante et autonome. Vous en avez fait justement votre credo au niveau de sursaut citoyen, mais le jeu d'équilibre entre les différents pouvoirs. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, une autre préoccupation. D'aucuns parlent de dissolution de cette Assemblée, d'autres posent en tout cas un autre débat qui consiste à laisser l'Assemblée faire son travail normalement. Alors, oui, le Parlement. J'ai envie de dire que au Sénégal, l'Assemblée nationale est une vieille équation. Depuis 1962, je pense que beaucoup de crises, beaucoup de problèmes politiques ont pour base, ont pour soubassement ce fonctionnement-là, cette institution-là, qui a vraiment besoin d'un véritable toilettage, de refondation. Et dans le contexte actuel, je crois savoir que le défaut de concordance de majorité est peut-être quelque chose qui explique pourquoi l'actuel président, les nouvelles autorités ont peut-être beaucoup de mal à dérouler les engagements qu'ils ont signés avec nous en termes de réforme institutionnelle. Nous, vous parlez des Sénégalais, oui, les Sénégalais. Et je pense que je vois les débats, les échanges actuellement autour de la nécessité d'aller vers des élections législatives anticipées. Mais l'un dans l'autre... En passant par la dissolution, vous souscrivez? La dissolution, bon, j'écoute les spécialistes
il y a le débat déjà de la durée donc de la période. Et l'autre risque d'instabilité institutionnelle, c'est par rapport au processus budgétaire. Il y a une période pendant laquelle, si jamais on passe à la dissolution, il va falloir peut-être procéder par ordonnance ou bien. Donc il y a un risque de crise institutionnelle. En attendant, mais à mon avis, du Conseil constitutionnel, oui. À mon avis, il faudrait encourager le dialogue entre les institutions pour dépasser au moins certaines situations, comme la question de la déclaration de politique générale. Sur ces points-là, les acteurs devraient parfois avoir un gentleman agreement qui leur permet de dépasser les contradictions mineures. Parce que le Premier ministre doit effectivement faire sa déclaration de politique générale, puisque cela est prévu par la Constitution, qui est au-dessus du règlement intérieur. Donc, que les deux institutions se parlent pour organiser de manière pratique cette activité, et ça devrait se faire. Même chose pour les urgences en termes de réforme. Nous avons identifié quelques points qui sont, à notre avis, c'est vrai, urgents. Certains sont très structurants, mais d'autres, beaucoup, en tout cas, vont nécessiter une concordance de majorité. C'est-à-dire, concrètement, quand on parle de réforme, de nécessité de réforme de l'heure, justement en faisant allusion toujours aux recommandations de sursaut, que retenir? Alors, la question des réformes institutionnelles. D'abord, il y a beaucoup de points sur lesquels nous attendons le gouvernement. Il y a, par exemple, ça a suscité même un débat, vous voyez, autour des nominations du Conseil des ministres. Je pense que le président s'était engagé à passer par appel à candidature. Pour certaines nominations, oui. À mon avis, c'est possible, peut-être pas maintenant, mais il va juste falloir encadrer juridiquement ces modalités et lister, préciser quelles sont les positions qui peuvent être faites en passant par appel à candidature. Et les questions de gouvernance, on en a parlé tout à l'heure, gouvernance économique et le patriotisme économique. Donc, il y a des choses qui sont, à notre avis, urgentes. Aujourd'hui, nous voulons voir vraiment les nouvelles autorités commencer à initier ces actes-là pour rassurer les populations. Parce qu'ils ont parlé de transformation systémique. À mon avis, cette transformation systémique, il est temps d'y aller. Nous avons passé le cap des 100 premiers jours. Mon impression, c'est que nous avons un président qui incarne l'autorité, l'institution, qui lui donne toute sa dignité et qui rassure de ce point de vue. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure parce que les populations... Par un gouvernement également qui assure la mise en œuvre. Parce que les populations restent encore dans l'urgence, dans l'attente de voir leurs conditions concrètement changer. Il y a eu quelques baisses de prix, mais de manière structurelle, il y a encore un cap à fixer et des défis encore plus structurants à relever. Quel défi pour notre démocratie aujourd'hui? Le premier défi démocratique, Omar, c'est tout ce qui concourt à la séparation des pouvoirs. Séparation, équilibre, disons, des pouvoirs. L'autre question qu'il nous faut durablement régler, c'est notre système électoral. Quand vous observez le jeu politique au Sénégal, les périodes électorales sont souvent pleines de tensions parce que les acteurs politiques ont un niveau de consensus encore très faible. Il nous faut une bonne fois consolider le système, le sécuriser, le rendre encore plus performant et transparent, avec un consensus fort et mettre vraiment un niveau de confiance encore plus élevé entre ces acteurs-là. Et ça, c'est un travail, à mon avis, urgent. Là, par exemple, on devra probablement aller vers des élections législatives. Au plus tard, disons, en début d'année prochaine, au plus tard. Mais il y a des modalités sur lesquelles nous sommes encore restés insatisfaits lors des élections passées. Les questions de parrainage, vous avez vu tout le tollé qu'il y a eu sur ces candidats qui se considèrent comme spoliés ou recalés injustement. Il y a donc un travail de toilettage, de recadrage à faire et ça nécessite des consensus forts. Et ça fait partie des priorités, des urgences.
Globalement, il y a aussi un besoin de dialogue politique entre les acteurs. C'est vrai qu'il y a un nouveau régime en place, une opposition qui est en train encore de se chercher, mais la démocratie, c'est aussi cela. Oui. C'est des acteurs qui ont des projets et des contre-projets qui échangent dans l'espace public, mais ce système-là doit être renforcé, doit être assaini, et probablement on pourra éventuellement parler du fonctionnement des partis politiques, de leur éventuel financement ou en tout cas de l'encadrement de cette gouvernance politique. Parce que dans notre pays, la politique prend beaucoup d'espace. Au détriment de l'économie et d'autres questions sociales et culturelles. Nous sommes un peu victimes de l'agenda des politiques, mais cela doit être aussi quelque chose qui doit être revu. Qui doit être revu. Donc, oui, les défis sont là, mais également en termes justement de la vie chère. Vous avez vu aujourd'hui, on a parlé de 3 thématiques qui sont des thématiques en termes de défis à relever. Urgence à ce niveau, notamment chômage des jeunes, immigration et les inondations. Oui, là également, il y a matière. Oui, vous me permettez d'ailleurs d'avoir une pensée pour ces jeunes et leurs familles, ces jeunes qui périssent en mer. Je pense qu'il y a 2 jours, on a encore des informations de ce genre. La République dominicaine. C'est un véritable drame. Et je me souviens de localités où c'est des familles entières qui ont pris les pirogues un beau matin. Je pense qu'il faut, par des messages forts, restaurer la confiance. Parce que rien ne se fait sans l'espérance. Nos saints-pères nous rappellent toujours l'importance d'avoir foi en l'avenir, l'espérance. L'espérance ne finit jamais. Quand les jeunes perdent espoir, c'est là qu'ils sont encore dans l'aventure de l'immigration clandestine. Et tout cela, en ligne de fond, est toujours lié à la question de la gouvernance. Il y a ce ressentiment, cette perception négative de certains citoyens que rien n'est fait pour eux, qu'ils n'ont plus d'espoir dans ce pays. C'est pour cela qu'ils plongent dans la mer. Dans votre environnement immédiat, la question de l'immigration irrégulière, quel écho vous en avez réellement dans votre entourage immédiat? Bon, personnellement, vous savez, je suis de la Gueule-Tapée, donc sur le canal de Soumbédioune. Je connais personnellement des jeunes qui ont tenté l'aventure et qui sont partis contre l'avis de leurs parents. Mais c'est des situations difficiles qu'ils vivaient ici. L'absence de perspective, pas de travail, des enfants, une femme à charge. Et c'est cette absence de lien qui vous donne des perspectives. Vous êtes dans un pays où vous n'avez pas de relation, qui vous donne espoir que vous pouvez vous en sortir. Et de l'autre côté, on nous fait toujours miroiter cet Eldorado de l'autre côté, auquel je n'ai jamais cru, et qui fait que certains se disent, bon, on va tenter le tout pour le tout, traverser l'océan, et voilà. Et le paradoxe, c'est que certains travaillaient ici avant de partir. Et ils sont quand même convaincus que ailleurs, c'est mieux. C'est cela qui est cette contradiction, ce paradoxe-là. Comment y mettre un terme aujourd'hui? Vous, déjà, l'exemple de présence chrétienne, est-ce que le débat est soulevé à votre niveau et quelle solution avez-vous apporté à cette grosse problématique? Alors, je rappelle que je suis sociologue à la base et je me suis beaucoup intéressé à ces questions de perception. Mais en réalité, il y a une dimension également que j'ai découverte dans les échanges avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux. Je crois qu'il y a une dimension criminelle, d'abord, sur laquelle il va falloir s'arrêter. Il y a des gens qui s'enrichissent dans ce trafic. Bayumar, il paraîtrait qu'avec un convoi où chaque voyageur donne 500 000, vous pouvez vous retrouver avec un paquet de plus de 50 millions. Et c'est un ensemble de manipulations dans ce qu'on m'a raconté
et qui relève même du mystique et tout. Il faut, voilà, donc il y a tout un travail même de manipulation qui est fait autour de ces jeunes-là. Comment déconstruire? Oui. Alors, à mon avis, déconstruire, c'est travailler avec les familles, les parents. Parce que beaucoup de jeunes qui partent vous disent qu'ils ne supportaient plus ce regard de leur entourage qui leur faisait sentir qu'ils étaient, voilà, leur vie était un échec. Donc c'est ce désespoir-là qui les poussait. Et très souvent, si par malheur il arrivait que dans le quartier, quelqu'un a réussi par la mère à arriver de l'autre côté, automatiquement c'était un effet de contagion dans tout le quartier. Et c'est arrivé souvent. Donc on vous dira que le fils du voisin a pris les pirogues et a pu y arriver. Donc toi, tu peux le faire. Surtout avec les réseaux sociaux. Voilà. Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire avec les familles. Ça, c'est au niveau micro. La dimension criminelle autour du trafic également, de ces gens qui s'enrichissent scandaleusement dans ces voyages, pose un problème de sécurité. C'est un problème. Oui. Maintenant, au niveau global, il y a également un dialogue que nos États devraient avoir avec les États du Nord sur la question de la migration globalement. Nous sommes un village planétaire. Aujourd'hui, tout le monde voyage. On devrait pouvoir trouver des mécanismes de régulation pour que les gens qui veulent partir, parce qu'eux peuvent venir chez nous par voie normale. On devrait pouvoir nous aussi réguler. Au fond, je suis sûr que beaucoup de ces gens qui partent, c'est avec un déchirement au cœur. Personne ne veut quitter chez soi, laisser sa famille derrière pour aller à l'aventure. Donc, quelque part, c'est le cœur meurtri que ces gens-là s'en vont. On peut trouver un mécanisme parce qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique un besoin de bras, un besoin de ressources humaines, mais cela peut s'organiser par un dialogue civilisé entre les États. Et oui, mais justement, il y a la dimension religieuse. C'est aussi une question de foi, non? Alors, oui, question de foi, mais la foi, c'est la confiance. Oui. La confiance en Dieu. Nous disons chez nous que Dieu a prévu pour chacun de nous des projets de bien-être, des projets de bonheur et de paix. Donc, il n'y a aucune raison de prendre des risques inutiles, exposer sa vie et exposer sa famille au désespoir. Parce qu'on a des drames. Hein. J'ai vu des gens qui travaillaient, qui avaient des situations assez respectables et qui ont tenté l'aventure à leur détriment, qui sont décédés. Et c'est le véritable drame. Je pense que le bon message, c'est de dire justement que il faut éviter justement de tomber dans l'appel des sirènes de la mer, de passer par l'aventure. Mon neveu qui est parti, lui, il a eu la chance d'arriver, mais parce qu'il a l'habitude de travailler à la mer, c'est un peu un pêcheur. Mais si vous n'avez pas cette culture-là, c'est quelque chose qu'il faut absolument ne pas tenter. Moi, je le déconseille fortement. Et parce que c'est un trafic. C'est un trafic. Et ce sont ces trafiquants-là que j'invite les autorités à traquer et à arrêter parce que c'est eux vraiment les seuls gagnants. Est-ce que de tels débats, justement, en termes de relais par la foi, sont perceptibles dans l'Église? Oui, bien sûr. En fait, dans l'Église, les débats se font autour de l'actualité. Donc, chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité, c'est sur l'immigration irrégulière. Mais Caritas a fait une lettre, d'ailleurs, une lettre et même un manifeste sur la question de la migration. Parce que c'est un peu le plaidoyer que je faisais en termes d'accueil. Parce qu'on demande aux riches d'accueillir les pauvres. Donc, c'est le plaidoyer des migrants. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait, qui demande justement qu'il y ait cette vaste solidarité humaine qui fait que, de part et d'autre, parce que toutes ces nations développées aujourd'hui ont connu également, à une époque, des vagues de migration. Donc, c'est le monde qui est ainsi fait. C'est un village planétaire. Aujourd'hui, il faut que
ces pays puissent s'organiser pour accueillir, non pas toute la misère du monde, comme disait l'autre, mais vraiment des humains comme eux. Mais justement, faudrait-il en tout cas, c'est une question qui touche tous les segments de la société, ne pas seulement laisser une telle problématique à l'État, mais justement à tout le monde d'y mettre un peu sa main pour essayer de trouver une solution à ce problème qui ne cesse de guetter nos sociétés. En tout cas, à mon avis, ce que l'État devrait faire, c'est vraiment aller vers de larges concertations. Sur cette Et question. surtout, être dans une disposition d'écoute. Et Parce que préventive aussi. souvent, ce que je reproche à nos dirigeants actuels comme avant, c'est de ne pas assez écouter. Il faut parfois essayer d'aller vers les populations, surtout lorsqu'elles sont dans des difficultés, pour comprendre réellement quelles sont leurs représentations, leurs perceptions. Parce que vous pouvez de votre côté faire énormément d'efforts et les gens ne les perçoivent pas comme tels. Donc il y a cet effort d'écoute qu'il faudrait faire, qui aiderait vraiment les autorités à comprendre d'abord quelle est la situation. Vous savez, dans le secteur de la pêche, Oui. tout le monde sait que la pêche connaît des difficultés. Les prises, les productions baissent d'année en année pour différentes raisons. On parle de changement climatique, on parle d'activités pétrolières, gazières, offshore également. Mais tout cela a un impact sur l'activité et les acteurs du secteur. Ils sont directement impactés, ils perdent leurs moyens de subsistance. Et les solutions devraient justement Voilà. concerner ces acteurs. Donc oui, il faut de larges directement. concertations, un diagnostic global pour savoir d'où vient le mal, pourquoi des gens se disent nous n'avons plus de perspective dans ce secteur, autant aller passer à autre chose. Et certains sont tentés par justement soit le voyage ou même pire ce trafic, parce que pour moi c'est un trafic criminel d'êtres humains. Parce qu'ils maîtrisent la mer, ils maîtrisent un peu la technologie des pirogues et ils ont donc les moyens de faire voyager des gens moyennant quelque chose. Alors, Paul-Dominique Correa, vous êtes, oui, vous l'avez dit, sociologue à la base, président de Présence chrétienne, mais alors, oui, les mutations en cours et justement l'enjeu démographique aujourd'hui. Parce que tous ces problèmes qui, quelque part, sont déclinés sont des problèmes liés justement aux mutations démographiques en cours, avec ce boom démographique que connaît l'Afrique aujourd'hui. Avez-vous l'impression quelque part que c'est dans la planification, dans justement l'élaboration des politiques publiques qu'il faille trouver une réponse justement à ce problème démographique? Moi, je ne l'appellerai pas problème démographique. Pour moi, ce boom démographique est une véritable opportunité. Oui. Quand je définis l'Afrique en termes de puissance, j'appelle la démographie, pour moi la démographie c'est une force, c'est une puissance, nous sommes une puissance démographique. Parce que nous sommes un des rares espaces où le taux de croissance est encore Mais comment profiter fortement positif. de cette puissance, de cette opportunité? Mais pour l'essentiel, c'est des questions de gouvernance et vous voyez également que nous sommes un continent riche en ressources naturelles. Alors, nous avons les ressources naturelles. Nous avons le potentiel humain. Qu'est-ce qui nous manque? C'est des questions de leadership et de gouvernance. Il nous faut nous entendre sur des modalités, refonder. Je reviens un peu à la problématique de la transformation systémique. Nous avons tout ce qu'il faut. Les hommes, en termes de ressources, en termes de jeunesse forte et dynamique, donc des bras, nous avons des richesses, des ressources naturelles. Ce qu'il nous faut, c'est des stratégies, un leadership donc, et des questions adaptables. Voilà. Oui. Donc, refonder la gouvernance pour que les citoyens puissent vraiment s'approprier leur propre pays. Et se pose la problématique de la redistribution aujourd'hui. Quand vous regardez quelque part du point de vue géographique, vous avez justement une idée de ce que sont devenues nos régions profondes de l'intérieur du pays, ce que ça donne aujourd'hui. D'une région à une autre, vous assistez justement à une inégalité dans la redistribution. Quelle alternative? Quelle solution? Vous avez parfaitement raison, Bayouma. Je crois que nous avons un véritable problème d'équité. Équité sociale, équité territoriale. Et je suis toujours rassuré lorsque j'entends le président Bassirou Diomaye Faye
insisté sur la nécessité de promouvoir cette équité sociale. Il parle d'équité et de transparence. Et je vois que dans ce nouveau gouvernement, l'importance qui est accordée aux questions d'agriculture, aux questions de développement rural. Et même Parce de que la c'est cela. santé, quelque part. Il nous faut on rompre. attend encore les véritables réformes. Absolument. Oui. Vous savez, nous avons peut-être fait au Sénégal une erreur dès le départ avec cette macrocéphalie autour de la capitale qui nous poursuit jusqu'à présent. Le président Abdoulaye Wade avait essayé de faire un projet de capitale loin, mais les résistances sont encore très fortes. Donc le pôle urbain de Diamniadio, c'est une initiative, mais on peut encore aller plus loin. Oui. Aujourd'hui, un véritable développement, c'est le sociologue qui parle. un véritable développement territorial, oui, à la base, doit être effectif. Il faut que les Sénégalais, de partout où ils sont, puissent vivre, avoir un accès équitable aux biens et services. Et ce n'est pas encore le cas. Et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Mais nous avons une opportunité, Oui. c'est la digitalisation. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut accélérer cette équité-là grâce aux nouvelles technologies. Mais il faut y mettre les moyens avec un peu de volonté. Et l'avantage des nouvelles technologies, c'est qu'elles règlent en grande partie également les questions de corruption. Parce que les mécanismes, le système devient transparent. Oui. Dans beaucoup de secteurs, on peut, avec la digitalisation, régler très rapidement la question de l'état civil. Nous avons encore des gaps importants d'enfants non enregistrés à l'état civil, ce qui contribue à biaiser les politiques publiques. Parce que des enfants non enregistrés, ils ne sont donc pas répertoriés dans les planifications, en termes d'école, de services de santé, et c'est même parfois des problèmes de sécurité parce que on ne sait pas, on ne connaît pas ces enfants dans les rues, la mendicité, un autre problème d'exploitation des enfants de la sous-région. Donc il y a des poches de vulnérabilité comme ça sur lesquelles il nous faut nous entendre rapidement. Et à mon avis, sur ces questions-là, il ne devrait pas avoir de divergence entre acteurs politiques. On doit avoir des consensus forts sur ces questions. Des questions qui nécessitent des convergences. Mais justement, vous avez parlé de démographie, enjeux autour de la démographie. Vous avez parlé aussi d'inéquité sociale. Vous avez parlé aussi de problématiques dans le cadre de la redistribution. Aujourd'hui, ajouté aux inondations, aux phénomènes naturels, on est à l'heure, en pleine période de saison des pluies. Le constat, il est fait. Il suffit de quelques gouttes pour que nos routes soient inondées. Alors, Bayoma, les inondations, moi j'ai un véritable problème avec cette question. Parce que je me rends compte que depuis au moins 10 ans, nous sommes en train de régler les mêmes problèmes. Chaque année, on annonce des sommes faramineuses qui ont été englouties et les problèmes persistent. Et moi, je dis toujours aux spécialistes du secteur, je ne vois pas, je ne comprends pas. Il y a forcément quelque part où ça cloche, parce que nous avons les compétences techniques, les ressources financières, elles sont disponibles au Sénégal ou quelque part dans le monde. Le problème, il est forcément dans le management, dans le leadership ou la gouvernance. Je crois que si cela nécessite une sorte de concertation élargie pour faire le point, pour savoir exactement quel est le problème, où ça coince, j'ose espérer que le nouveau gouvernement va nous donner des solutions. Il est regrettable d'entendre que des centaines de milliards ont été engloutis et qu'il y a toujours des problèmes. Qu'a-t-on fait concrètement avec cet argent? Y a-t-il une vraie redevabilité? Mais également, qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement? Et là, n'avez-vous pas l'impression que justement, c'est des questions qui pouvaient trouver solution par des commissions parlementaires avec une Assemblée nationale qui comprend et fait ce qu'elle a à faire lorsqu'il s'agit des questions de ce genre? Mais tout à fait, absolument. Mais vous savez, notre Assemblée nationale, moi j'ai envie de lui lancer des défis en termes de capacité de travail, en termes de force de proposition. Nous n'avons pas encore le Parlement que nous souhaitons, qui fait un travail à la hauteur des enjeux du moment. Un travail qui a un impact sur le vécu
J'ai envie de m'arrêter sur les institutions en général. Parce que... Et justement, j'ai ajouté rares sont les propositions de loi qui concernent les Sénégalais. Mais au-delà des propositions de loi, oui. vous savez, le sociologue que je suis, j'écoute beaucoup mes compatriotes. Et l'impression que j'ai sur le Parlement comme sur les grandes institutions, HCCT, Conseil économique, beaucoup de Sénégalais, à juste titre, ne voient pas le lien entre le fonctionnement de ces institutions, leur travail et leurs préoccupations au quotidien. Donc cette perception-là, il va falloir travailler à la changer positivement. Que les gens comprennent bien et puis voient, qu'on constate que ces institutions travaillent pour améliorer les conditions d'existence des populations. C'est un véritable chantier, c'est un véritable challenge et le pacte invite les acteurs justement à aller dans ce sens. Est-ce que le pacte aussi se déplace du côté justement de ces parlementaires? Mais absolument. Le Parlement est au cœur de toutes les questions de gouvernance politique, pacte, économique. Donc je pense qu'en termes de réforme des institutions, le Parlement est une des priorités. Il va falloir effectivement faire un véritable travail de refonte, de réorganisation, parce que c'est autour du Parlement que toutes les réformes que nous souhaitons voir vont se construire. Donc ce Parlement-là devra être à niveau pour être en mesure de relever les défis qui sont attendus. On parle de projets de société, on parle de vie sociale également, mais tout passe par une bonne éducation, vous en convenez? Absolument. De ce point de vue, le débat est en cours. Si nous prenons l'exemple du port du voile aujourd'hui, le débat est posé, vous avez suivi les arguments des uns et des autres. Au niveau de présence chrétienne, avez-vous réfléchi de la question et quel entendement avez-vous de ce débat sur le port du voile? Alors, Bayouma, je vous remercie pour cette question qui me permet de rappeler que l'association Présence chrétienne est membre du Conseil national du laïcat. Oui, qui a sorti un communiqué. Hein? Voilà, donc nous sommes solidaires et co-signataires de ce communiqué, qui était un appel au calme et au dialogue. Parce qu'il y a eu des événements, des propos regrettables de part et d'autre. Et nous avons pensé qu'il était bon d'alerter avant que des incompréhensions encore plus grandes soient constatées. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, cet incident aurait pu ne jamais exister. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problème de voile au Sénégal. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2019 avec l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. C'était un problème de comportement d'un groupe d'élèves qui ont voulu passer outre le règlement intérieur de l'école. Et après, des manipulations dans la presse. Vous savez, dès que vous touchez aux questions de religion, c'est très sensible et tout de suite, les gens peuvent réagir au quart de tour. Mais au bout de quelques jours, beaucoup de gens sont venus vers l'information pour se rendre compte que c'était juste un problème de discipline et de respect des règlements. Comme vous le savez certainement, les écoles privées, en général, les écoles privées catholiques en particulier, que je connais un peu mieux, ont des règlements intérieurs qui est une partie intégrante du projet éducatif. Parce que c'est des écoles qui promeuvent le vivre ensemble, la fraternité. Et pour cette raison, il y a un certain nombre de comportements qui sont encouragés et d'autres qui sont carrément déconseillés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite voir les enfants fraterniser, parce que l'école, c'est d'abord un cadre d'intégration, un cadre de socialisation, et tous les comportements contraires à cet état d'esprit sont bannis. Donc, c'est la logique qui prévaut à ces règlements intérieurs qui sont une condition pour accéder à ces écoles. Ces écoles qui font les résultats très satisfaisants à chaque examen de baccalauréat. Mais tout en laissant à chacun le soin quand même de garder son identité. Mais absolument, Oui. absolument. Ce sont des écoles. La différence aussi est une règle démocratique. Ce sont des écoles qui accueillent tout le monde, qui accueillent tout le monde et qui n'empêchent pas aux élèves, même en foulard, d'y intégrer. Le foulard n'est pas du tout un problème. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un problème de foulard. Les foulards peuvent entrer à l'école sans souci. Cela n'a jamais été un problème. C'est juste un problème de se conformer au règlement. Je vous donne un exemple. L'enfant qui refuse de s'asseoir avec l'élève de sexe opposé
ou bien qui ne veut pas être dans les rangs à côté d'un élève de sexe opposé, ou bien qui s'isole par groupe d'affinité dans la cour de l'école. Donc ce sont des comportements de ce genre qui sont bannis, qui sont interdits dans beaucoup d'écoles. Et qui ne c'est pas en soi le problème du foulard. Mais ce n'est pas du tout un problème de foulard. Nous avons, je peux parler au nom de ces enseignants-là, qui ont à cœur d'éduquer des enfants, qui sont vraiment, c'est leur passion au quotidien, qui veulent juste transmettre des valeurs du vivre ensemble, de fraternité, de tolérance entre filles et garçons de toute origine confondue. Mais ce n'est absolument pas. À mon avis, quand vous allez même dans ces écoles, sur 2000, 3000 élèves, il s'agit d'une trentaine de personnes. À aucun moment, il ne peut s'agir d'un problème qui ait cette ampleur-là. Maintenant, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Les propos peuvent facilement aller trop loin. Mais moi, sur cette question, j'invite les gens à plus de pondération, plus de calme, parce qu'en réalité, je reste convaincu que rien ne peut remettre en cause notre vivre ensemble. Rien ne peut remettre en cause justement ce legs qui est devenu une réalité au Sénégal, vivre ensemble, qui est justement un idéal de vie. De ce point de vue, oui, le projet de société est un projet qui incarne ce vivre ensemble. Vous en convenez également? Mais absolument. Et c'est pour cela que je reviens sur l'importance et la pertinence de ce pacte de bonne gouvernance démocratique, qui est également ce condensé du Sénégal que nous voulons, le Sénégal que nous voulons léguer à nos enfants et que nous avons hérité de nos aînés. Un Sénégal majoritairement musulman qui a eu un président chrétien pendant 20 ans. Un Sénégal où des communautés avec des différences culturelles et confessionnelles cohabitent, le cousinage à plaisanterie, la fraternité lors des fêtes religieuses. C'est cela, ce Sénégal que nous aimons, que nous voulons préserver à tout prix. Et justement, tout ça, c'est dans le cadre de la laïcité. Cette laïcité dont on parle, doit-elle être justement remise en cause, réexpliquée, réadaptée? Oui, quelle réponse? Je parlerai de laïcité à la sénégalaise, qui est totalement différente. Qui garde une certaine spécificité à la sénégalaise, oui. À la sénégalaise, oui. qui n'a absolument rien à voir avec la laïcité à la française. Nous sommes peut-être plus proches de la laïcité à l'américaine, où la question de la foi n'est pas un sujet tabou. Les communautés religieuses sont autonomes, mais elles sont au Sénégal soutenues par l'État. Il y a une collaboration multidimensionnelle entre les communautés religieuses et l'État. Et cela, c'est une exception sénégalaise, de la laïcité à la sénégalaise. Et la finalité, qu'est-ce que c'est? Comme le dit notre devise, un peuple, un but, une foi. Nous sommes un seul peuple et nous aspirons vers ce but-là de consolider notre vivre ensemble, et nous avons cette foi commune en ce Sénégal auquel nous aspirons, dont nous rêvons et que nous voulons léguer aux générations futures. La dernière question pour le Dominique Correa, président de Présence chrétienne, mais également membre du sursaut aux citoyens. Aujourd'hui, quel défi démocratique pour un Sénégal, en fin de compte, qui dépasse justement ces obstacles à sa démocratie? Oui, le défi aujourd'hui, c'est l'ouverture. Nous avons besoin d'autorités plus ouvertes à la concertation, au dialogue avec les autres acteurs. Nous sommes conscients que le président, le premier ministre, les autorités ont beaucoup de pouvoir et elles ont la légitimité totale. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous donnons également comme mission d'accompagner, de contribuer aux politiques publiques au bénéfice des citoyens. Nous le faisons en tant que citoyens et par patriotisme, et nous voulons remplir ce rôle-là, qui est le rôle historique des organisations de la société civile dans la co-construction, dans la coproduction des politiques publiques. Et nous invitons ces nouvelles autorités à s'ouvrir davantage dans cette démarche concertée. Merci, Paul Dominique Correa.
Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir invité et puis d'avoir eu cet entretien pour rappeler que c'est Paul Dominique Correa, président de Présence chrétienne, mais également membre du sursaut citoyen et justement, oui, le respect aux conclusions des assises, notamment aux engagements pris. Oui, alors nous attendons toujours la réponse à notre lettre adressée à Monsieur le Président de la République pour lui demander de l'accompagner, d'échanger avec lui sur les modalités de mise en œuvre des différentes recommandations. Par sursaut. Nous restons optimistes. En tout cas, c'est ce qu'il faut. Pour gagner, ne jamais perdre l'espoir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Il était là pour nous parler de sursaut citoyen, mais également de présence chrétienne. Il s'appelle Paul Dominique Correa, invité de ce dimanche d'objection. Merci de nous avoir suivis. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête, à Lune Badrasso C. Ndoye. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé